Depuis 35 ans, l'association AFDI Pays de la Loire collabore avec des organisations agricoles au Burkina Faso et plus récemment en Tunisie. Deux pays marqués par des attentats terroristes. Est-ce que cela doit remettre en question l'intervention humanitaire et solidaire? C'est une des questions que nous poserons au président d'AFDI Pays de la Loire, Marcel Briffaut. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Alors pour cette chronique cette semaine, vous allez nous parler d'un réseau social. D'un réseau social. Alors ça ne doit pas faire peur. Non, ça commence à me faire peur à moi déjà. Comme je suis rassurée, je vais peut-être pouvoir vous rassurer aussi. Quelque chose qui peut nous rapprocher justement, qui peut mettre un peu de sens. Oui. Quelque chose un petit peu nouveau entre générations différentes. Et qui s'appelle Familéo. Familéo, absolument. Delphine, comme d'habitude, on terminera l'émission avec vous. Et ce sera littérature aujourd'hui. Une jeune auteure nantaise qui vient de sortir son deuxième roman qui s'appelle Le dernier amour d'Attila Kiss. Très bien. Marcel Briffaut, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'association AFDI Pays de la Loire. Alors on va peut-être expliquer un petit peu AFDI, l'acronyme, ce que ça signifie, avec une particularité sur un angle agricole et rural. AFDI, c'est Agriculteurs Français Développement International, une association qui a été créée il y a une quarantaine d'années par les organisations agricoles françaises, suite à des famines qui avaient eu lieu dans les pays du Sahel. Et dans la région des Pays de la Loire, ça s'est décliné 5 ans après, donc il y a 35 ans à peu près, par les mêmes organisations. Donc il y a 5 AFDI départementales en région Pays de la Loire, plus une AFDI régionale que je préside. En Vendée. Voilà. Donc il y a une AFDI aussi en Vendée. Et les 5 AFDI régionales, départementales qui travaillent ensemble, c'est une spécificité de notre région. Toutes les actions qui sont portées sur le Sud sont portées par l'AFDI des Pays de la Loire. Donc on est solidaires tous les 5 ensemble. Et depuis 35 ans. Et ça fait 35 ans qu'on travaille au Burkina Faso. Oui. Ouais. Alors le Burkina Faso, on va le situer parce que c'est un pays qu'on connaît au moins de nom. Donc on est côté ouest de l'Afrique, avec une bonne frange en limite du Mali et de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est à peu près ça. Ouais. Voilà, c'est la plus grande frontière avec un pays frontalier, c'est le Mali. Ouais. Donc du nord à l'ouest, et puis au sud la Côte d'Ivoire. Après, au sud complètement sud-est, on va dire Togo, Bénin, Ghana, et après c'est le Niger. Alors c'est un pays qui est un des plus pauvres de cette région de l'Afrique. Voilà. C'est un des pays au niveau du PNUD qui est classé sur les 187 pays, il est classé 183. Donc il est quand même très très loin. 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins d'1 euro par jour. C'est un pays qui est très jeune. Moi, la première fois que je suis allé dans ce pays en 1990, il y avait 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 18 millions. L'âge médian est à 17 ans. Ouais. Donc vraiment, ça nous fait drôle, hein, surtout ça fait en Vendée. drôle, hein. L'espérance de vie, c'est 54 ans, 55 ans. C'est vite vu. Ça s'améliore nettement, puisque la mortalité infantile diminue fortement. Dieu merci, la santé, les soins deviennent accessibles de plus en plus. Mais avec, petit exemple, un médecin pour 15 000 habitants. Ouais. Je suis du canton de la Châtaigneraie en Vendée. 16 000 habitants, un médecin. Ça veut dire, donc on se plaint chez nous qu'on n'a plus d'accès à la santé. Là-bas, il n'y a pas du tout, très difficilement. Il y a des dispensaires, il y a un certain nombre de choses, mais il n'y a pas le médecin à proximité comme on peut l'avoir dans notre région. Pays francophone. Pays francophone, très marqué par le franc CFA, donc qui est l'ancien franc qu'on avait dans les années 1960 chez nous, qui est indexé, collé à l'euro. Donc, c'est toujours 656 CFA font 1 euro. Voilà. Et la moitié de la population vit avec 1 euro. Vit avec 1 euro. 656 CFA. Donc, la religion musulmane... Musulmane majoritairement, oui. Ouais, voilà. Après, il y a les catholiques, protestants et des animistes aussi. Voilà. Mais tout ce monde cohabite sereinement. Alors ça, c'est une spécificité de ce pays, c'est que la cohabitation interreligieuse est extraordinaire, puisque des mariages mixtes entre chrétiens et musulmans existent. Ils font 2 fois le carême, mais ils font 2 fois la fête. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très marqué par cette cohabitation religieuse. On dirait que dans ce pays, le pouvoir religieux et le pouvoir traditionnel a autant de pouvoir presque que le pouvoir
administratif Alors, le pouvoir en traditionnel, place. oui, c'est ça. Le pouvoir traditionnel existe un peu partout. Il y a les rois qui sont restés avec leur propre ministère et qui décident de toute le fonctionnement de la vie locale et qui règlent tous les problèmes sociaux, quoi. Un peu comme le Conseil des sages, c'est ça un peu? Ouais, c'est un peu ça. Et donc le détenteur, le Nahaba, qui détend ce pouvoir, il hérite de filiation. Il hérite de son titre et voilà. Alors tout ça pour dire que c'est un pays, quand on entendait parler du Burkina Faso, c'était soit parce que c'est un pays qui intervenait un peu comme médiateur dans des zones de conflit ou de tension dans la région. D'ailleurs, on dit c'est le pays de l'homme intègre, je crois que c'est ce que ça veut dire, Burkina Faso. Oui. Toujours vu comme... C'est pour ça que c'est un pays aussi qui accueille beaucoup d'ONG, c'est un pays plutôt paisible. Voilà, donc c'est un pays qui a connu ses révolutions antérieures, donc les indépendances en 1960, après il y a eu la révolution, l'arrivée de Sankara en 1983. Qui a été assassiné. Qui a été assassiné en 87, et donc Blaise Compaoré qui a été président de 87 jusqu'à 2015, donc l'année où il a été donc le fameux remercié, le coup d'État, où là, la population, la jeunesse a dit on ne change plus de la Constitution, il n'est pas possible de continuer comme ça, oui. Et ce sont les jeunes qui sont partis. Parce que Compaoré, son idée, c'était de changer la Constitution pour qu'il puisse être rééligible alors qu'il avait terminé ses mandats. Il souhaitait, lui ou son entourage, en tout cas, il envisageait effectivement repartir pour un nouveau mandat, et la population s'est complètement relevée en disant non, c'est pas possible. Et donc, ce qui fait qu'en octobre 2015, donc, il y a eu ce coup d'État où Compaoré a été contraint à la fuite. Et il y a eu un conseil de transition qui a été mis en place, qui a failli avorter après avec le putsch qui a eu lieu donc, à l'automne 2015. Depuis, donc, il y avait... C'était au mois d'octobre 2014. 2014, oui, parce que Compaoré, c'était 2014. Donc, il y a eu une période un peu de flottement. Il y a eu une période de flottement, et le gouvernement de transition qui a été mis en place, il a été en charge uniquement de relancer des élections démocratique et de remettre en place un pouvoir. Donc il a failli être déstabilisé au dernier moment, mais en fait le putsch a avorté, donc les élections ont eu lieu depuis, et les choses se sont bien remises en place. Et on va y revenir à ce qui s'est passé en janvier. Jusqu'à l'attentat du mois de janvier. On va en parler. Mais donc c'était cette révolution qui s'est faite en 2014 était portée par la population, avec le soutien du pouvoir traditionnel et du pouvoir religieux, qui ont dit, aussitôt que le coup d'État a été fait, ils ont dit maintenant le gouvernement de transition est en place, il se remet au travail, et tout le monde se remet au travail. Ouais. Et il a signé la fin de la partie, quoi, à peu près, c'était un peu ça, quoi. Et c'était quand même d'une manière exemplaire, cette démarche, quoi. Après, voilà. Et on va voir après... on va revenir sur ce qui s'est passé en janvier. Alix, on change de sujet avec vous, avec votre chronique sur le site internet, l'application Familéo. Alix, vous n'êtes pas forcément une adepte des réseaux sociaux, c'est pas des... Non, pas vraiment. Mais alors là, ça vous a interpellé. Oui, vraiment, j'ai trouvé ça génial, pour parler crûment. Alors, Familéo, c'est une nouvelle application qui est proposée par une start-up qui est basée à Saint-Malo et qui a été créée par deux jeunes Malouins, 36 ans à peu près. Il y a que des jeunes qui font des trucs comme ça, de toute façon. Voilà. Alors, ces créateurs s'appellent Armel Deleken et Tanguy de Gélis, et leur objectif était de recréer du lien entre les générations. Ils avaient observé que, nous on observe tous, que les jeunes passent leur temps sur leur smartphone à s'échanger des messages plus ou moins intéressants, mais quand même, il y a des infos aussi parmi ces messages, et il leur est apparu que les jeunes étaient complètement mis à l'écart, enfin les jeunes, pardon, justement, les personnes âgées étaient complètement mis à l'écart de ces échanges. Et leur idée était de regrouper ces informations, y compris des photos, voilà, et de proposer à des maisons de retraite, justement, de s'abonner à cette application
et de faire une gazette personnalisée pour chaque personne âgée résidant dans la maison de retraite. Qu'elle fasse partie de la boucle, finalement, Voilà. des informations. En fait, une personne âgée vivant dans un EHPAD, pas dans un iPad, mais dans un EHPAD, et peut recevoir chaque mois une gazette dans laquelle il va retrouver tous les échanges qu'il peut y avoir dans sa famille, et y compris des photos. Donc quand on dit gazette, ça veut dire vraiment quelque chose de papier. En papier, Hein, voilà. Alors évidemment, il y a des personnes âgées qui sont tout à fait équipées et qui ont des iPads, là, cette fois, ou des smartphones, et qui peuvent aussi recevoir la gazette sur ce support-là, D'accord. grâce au numérique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne coûte rien aux bénéficiaires. C'est la maison de retraite qui s'abonne pour une somme, me semble-t-il, assez modique, c'est-à-dire entre 50 et 100 euros, suivant le nombre de résidents. Alors 50 et 100 euros, c'est quoi? Par mois, par an Par mois. Par mois. Ce qui, quand même, il me semble pas grand-chose. Alors, évidemment, s'il y a énormément de résidents, le prix augmente. Et pour cette somme-là, en fait, la maison de retraite reçoit toutes les informations, l'imprime sur papier et le distribue donc aux résidents. Donc c'est Familéo après qui reçoit, enfin on envoie, En fait, ça passe par le site, oui, par la start-up, quoi. D'accord. Donc je suis les une gens, grande technicienne, hein, mais les gens de la famille, en fait, transmettent à Familéo des choses, des informations. En fait, ils s'échangent, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ils s'échangent leurs informations, les voyages qu'ils ont faits, les nouvelles de leur santé, enfin peu importe. Donc la mamie à la maison de retraite a une compilation en fait, papier de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé, absolument. Et elle reçoit ça mensuellement. La mamie, le papy, voilà. Alors moi, en lisant ça, je me dis c'est super, mais il reste quand même pas mal de gens qui ne sont pas en maison de retraite, de plus en plus d'ailleurs. Enfin, oui, à domicile. À domicile, on essaye de maintenir les gens de plus en plus à domicile. Et justement, ça n'a pas échappé non plus à cette start-up qui s'appelle Entourage Solutions. Je crois que je ne l'ai pas dit, ça. D'accord. Donc, voilà. ils et donc, ils sont en train de travailler justement sur une version à destination des personnes qui vivent encore chez elles. D'accord, très bien. Donc, il suffit sur Internet de taper Familéo, j'imagine. Alors, leur site Internet, moi, j'ai trouvé ça super bien fait, peut-être parce que j'ai réussi à m'en sortir. Vous tapez www.familéo.com ou même Familéo, et vous tombez sur leur site Internet et vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Il y a déjà pas mal de maisons de retraite qui sont équipées, une centaine à peu près actuellement. Évidemment, pour que ce soit viable pour l'entreprise, leur objectif, c'est d'atteindre 1000 maisons de retraite d'ici 2 ans. D'accord. Mais ça peut se faire très vite, hein. Eh ben, votre chronique va y contribuer. En tout cas, moi, j'encourage. Ça va se substituer au courrier papier qu'on envoyait. Oui, sauf que ça redevient du papier aussi. Donc ça redevient du papier. Dès qu'on voilà, et même de la presse, on fait payer quasiment. le papier à celui qui le reçoit. Voilà. Oui. Mais on n'imprime que ce qui est utile aussi. Oui, il n'y a pas de déchets. Ah, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Ouais. Alors, en Afrique, les smartphones, tout ça, c'est vraiment un réseau important. Ça fonctionne mieux que le papier. Ouais, ça et du coup, parce que la Poste met du temps à fonctionner. Alors du coup, le Burkina, ils sont en train de... C'est une révolution d'information, quoi. Connecté, l'Internet. Ils ne passent pas par les mêmes étapes que nous. Et ils ne vont pas passer par le filaire, hein, c'est évident. Et maintenant, tout le monde a... Il y a 2 ou 3 réseaux. Alors, ils ont des téléphones que, moi, il y en a très peu chez nous, qui ont 3 puces. Et ils reçoivent des différents réseaux sur le même téléphone. Bipuce, tripuce, oui. La dernière fois que vous êtes allé au Burkina, Marcel, c'était donc en janvier. Voilà. Donc, le lendemain de l'attentat. Je suis parti, on a décidé notre départ qui était prévu, donc le lendemain, on est parti le 17. L'attentat a eu lieu le 15 et le 16. L'attentat au Cappuccino le 15 janvier. Cappuccino le 15 janvier, voilà. Au soir. Qui a fait une 30aine de morts. 30 morts, oui. Ouais, alors c'était pas... Si c'était prévisible, il n'aurait peut-être pas eu lieu. Mais ça a quand même étonné parce que Ouagadougou, la capitale, est plutôt une capitale sûre. On ne se pose pas de questions de sécurité quand on est occidental et qu'on va là-bas. C'est bien le pays, en tout cas la population locale a été extrêmement surprise. Et c'est vrai que, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'un attentat de cette ampleur ait lieu dans ce pays qui a été reconnu
pour sa passivité, plutôt de modérer les conflits qu'il pouvait y avoir. Il n'y a pas autour. d'intégrisme. Donc il y avait eu le conflit de Côte d'Ivoire, ça c'est le Burkina est beaucoup intervenu dans cette période tragique pour la Côte d'Ivoire. Ce qui se passait au Mali, ce qui se passe toujours au Mali, dans le Nord Mali, le Burkina sert un peu de base arrière. Mais personne n'imaginait que le Burkina méritait en tout cas un tel attentat. Revendiqué par AQMI. Revendiqué par AQMI. Et je crois que on peut imaginer que le fait que cette passivité était au service aussi de la paix ou de régler un certain nombre de conflits dans les pays aux alentours, on voulait, en attaquant le Burkina, montrer aussi aux Occidentaux que nul n'était à l'abri, y compris, c'était pas le fait du hasard. D'abord, on s'est attaqué à un hôtel où ce sont les Occidentaux qui le fréquentent. Le Splendide et le Cappuccino, c'est des lieux fréquentés par les Occidentaux. Et donc, c'est pas la population locale qui était visée. Mais on visait les deux, quoi. Le local en disant, vous êtes un petit pays tranquille et on pense pas à vous, mais on est là. Et puis, la population occidentale en disant, on ira vous chercher où vous êtes, quoi. Et donc, effectivement... Alors, il y avait un groupe d'adhérents d'AFDI Pays de la Loire qui devaient arriver. Ils arrivaient le soir sur Ouaga, le soir de l'attentat, et ils étaient à quelques centaines de mètres au-dessus de Ouagadougou. Et à ce moment-là, l'avion est reparti, il est parti atterrir à Niamey. Alors, ça n'a pas empêché le voyage, parce qu'ils y sont... Alors, de Niamey, ils ont passé une partie de la nuit à Niamey en attendant. Ils sont allés dormir à Lomé, après, au Togo. Et ils sont revenus sur Ouaga. Ils ont décidé le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait, on retourne. Et à l'unanimité, ils ont dit non, on est venu, on s'en va on reste au Burkina. Donc ils sont repartis, ils sont revenus sur le Burkina le dimanche après-midi. Alors comment ça se passe? Il y a des zones rouges à éviter? Alors, il y a toute une zone qui a été tout le long de la frontière du Mali, sur une frange de 100 km à peu près, qui était informée zone rouge, donc très fortement déconseillée, donc personne... Et c'est essentiellement parce que c'est frontalier du Mali? C'est frontalier du Mali. Ouais, sait, mais l'attentat n'avait pas eu lieu à la frontière. Il avait eu lieu dans la capitale. Donc le groupe a décidé de rester. Le lendemain, ils ont vu par Internet qu'il y avait les premiers qui étaient connectés. Ils se sont dit, oh là là, il y a eu un petit moment de doute. Mais en fait, après, le responsable du groupe, ils ont réorganisé. Donc quand on accompagne des voyages comme ça, on a un accompagnateur d'ici et on a toujours un Burkinabé avec nous, plus le chauffeur du bus qui devient de fait aussi un membre du groupe. C'est un petit groupe de 10 personnes en tout. Et ils ont refait l'itinéraire du jour au lendemain. Il a fallu replanifier tout pour éviter les zones à risque, éviter que les gens se mettent en situation dangereuse. Alors, AFDI Pays de la Loire intervient aussi donc, depuis 4 ans en Tunisie. Donc là aussi, la Tunisie qui a été marquée par les attentats. Est-ce qu'il y a quand même une réflexion en se disant on ne va pas plus pouvoir faire comme avant, en fait. Il va falloir qu'on soit plus prudent, qu'on réfléchisse à la possibilité ou pas de continuer certaines actions Alors, il y a un déplacement en Tunisie qui devait avoir lieu en novembre dernier, que j'ai annulé au dernier moment, puisqu'il y a eu un attentat et j'ai pris la décision de ne pas envoyer, c'était à Tunis, et donc le groupe n'est pas parti. Alors c'est toujours à ce moment-là qu'il y a certains qui disent on y serait allé quand même, mais le groupe n'est pas parti. Et effectivement, cette réflexion, on se la pose aujourd'hui parce qu'on engage d'une part la responsabilité de l'AFDI, on engage les personnes qui y vont, elles sont volontaires, mais il y a des limites. Alors il y a deux niveaux. Quand on organise des voyages plus de rencontres, comme c'était au mois de janvier, c'était un voyage de rencontres, c'est des personnes qui allaient rencontrer des personnes là-bas. Donc, ça, c'est un type de déplacement qu'on fait. Autrement, il y a des missions qui sont de nature technique, quoi. Donc là, on peut avoir un salarié de l'AFDI ou des bénévoles qui vont faire une mission technique. Donc il y a différents niveaux d'intervention. Alors les voyages, il n'y a rien qui oblige. Maintenant... Après, on va regarder de plus près, quoi, en matière de prise de risque de notre part, et puis on va quand même être attentif. La population locale, vous êtes arrivé le lendemain, elle a vécu ça comment?
De quelle manière? Alors, la population locale, d'une part, quand ils nous ont vus arriver, ils étaient très heureux de nous voir. Ouais. Parce qu'ils avaient peur que tout s'annule, que moi j'y allais en mission plus technique, et donc qu'on ait peur et qu'on annule nos billets d'avion. Donc c'était... et la population locale était en colère, quoi. Ouais. Il y avait une forme de colère, de révolte. Pourquoi enfin, quelque part, c'est une double peine, quoi. Ouais. Ils sont déjà à la galère tous les jours pour essayer de créer une économie, de mettre en place une économie. Et des événements comme ça font que les touristes, le si peu qu'il y a, ne viennent pas. Les amis qui devaient venir ne viennent pas. Ils prennent peur. Et les investisseurs qui pourraient être là pour accompagner le développement du pays, ils vont se poser des questions, quoi. Et donc, alors, pour l'instant, je pense que, j'espère en tout cas que les choses vont se stabiliser. Est-ce que cette retenue, du coup, qu'on pourrait avoir en tant qu'occidental, pourrait un peu gangréner la situation, c'est-à-dire créer des espèces de crispation, d'animosité chez les Burkinabés, même si on ne peut pas parler de généralité. Et du coup, c'est facile, ils viennent quand tout va bien, mais alors... Enfin, quand tout va bien. Oui, je crois qu'il faut qu'on soit attentif à ça. Nous, on a dit, l'AFDI continuera d'accompagner le Burkina, quoi qu'il arrive, parce que, donc, peut-être qu'on va adapter les formes, peut-être qu'on va, on va éviter d'aller dans certains endroits, en zone frontalière ou des choses comme ça, on va prendre des précautions. Mais... je crois qu'un pays, il y a une partie de la population mondiale qui est frustrée de ne pas avoir accès à certaines richesses. Si en plus de cette frustration, on l'humilie, je prends ce terme-là, c'est une forme, on l'humilie en n'y allant pas, en disant vous êtes dans une zone à risque, on ne va plus vous voir, ça ne vaut pas le coup qu'on vienne s'investir chez vous. On est en train de développer tous les ingrédients d'une révolte, quoi. Enfin, voilà, et les gens vont... Enfin, il y a de quoi se fâcher, quoi. Ouais. Et c'est vrai, pareil pour la Tunisie, quoi. Se sentir abandonné. Ce phénomène-là, hein. Se sentir abandonné. Non seulement, vous mettez, en plus, vous allez mettre des barrières autour de chez vous pour vous protéger. Alors, ça se mélange tout ça, mais il y a un peu de tout, quoi. Le regard qu'un Burkinabé peut porter sur ce qui se passe, y compris sur notre territoire, faut... Donc, on est dans un monde, c'est la mondialisation, autant pour les produits agricoles, les produits commerciaux, et les personnes qui naviguent. Qui n'a pas de la famille dans un pays à l'autre bout du monde, qui n'a pas des amis qui se déplacent, et dès que ça se met à clignoter, on se dit, oh là là, on met une barrière autour de chez nous. Et ça, c'est le phénomène de frustration et d'humiliation à un moment donné, si on considère que certains vont se révolter. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui est assez significatif, à mon avis. Ce sera peut-être le mot qu'on retiendra alors, Marcel. On va terminer cette émission avec la chronique de Delphine sur un livre que vous avez particulièrement aimé. Oui. Dernier amour d'Attila Kiss. Alors, Attila Kiss, c'est un peu comme Stéphane Dupont à Budapest. Voilà, c'est l'équivalent. Il ne faut pas y chercher de symbolique. C'est un classique à Budapest. Cette histoire se passe à Budapest. C'est une jeune auteure nantaise qui a 29 ans, qui a sorti là son deuxième ouvrage. C'est Attila qui a 51 ans, qui est hongrois et qui tombe amoureux follement de Théodora, une Autrichienne de 25 ans. Donc Julia Carninon, qui est donc l'auteur, elle dit « Une histoire d'amour, ça débute de toute façon tout le temps comme une guerre, c'est une conquête du territoire intime de l'autre. » Elle part d'ici, et ce qui est très très intéressant, c'est qu'elle a vécu à Budapest très très longtemps, et elle dit « Si je refaisais jouer le conflit austro-hongrois à ces deux personnages-là. » Théodora, c'est la suprématie autrichienne, elle est belle, elle est jeune, elle est riche, elle a tout ce qu'il faut. Et Attila, c'est l'Hongrois qui est amer et dépressif, et qui rentre dans la cinquantaine. Et en fait, il est un peu à l'image de ces terres qui sont tombées en URSS. Et c'est particulièrement ça qui donne de l'intérêt à ce roman, qui pourrait être une histoire d'amour des plus classiques, comme on en lit très très souvent. Mais Julia Carninon a vécu à Budapest donc pendant 1 an et puis quelques mois ensuite. Donc elle connaît très très bien ce conflit-là. Et c'est vraiment très très drôle à lire parce que tout à coup, on lit aussi de l'histoire. Malgré la littérature et le roman,
on apprend des choses sur ce conflit-là. Attila, il est très attiré par l'Autrichienne, mais il ne veut pas se laisser... il veut pas se laisser prendre son territoire là. Et donc voilà, c'est vraiment historique. Et ça fait 128 pages, donc elle reste dans cette veine-là. Elle ne sort pas de ce cadre-là, et c'est très ténu, et ça a beaucoup de style. Et en parlant avec Julia Kernino, elle a fait du slam au lieu unique à Nantes dans sa jeunesse. Parce qu'elle est nantaise. Oui, et cette musicalité-là des mots, on la sent vraiment. Il faut lire aussi les mots, les phrases à voix haute, on sent cette musique. Donc son premier roman qui s'appelait Buvard a reçu le prix François Sagan. Là, elle est en lice pour le prix de la Closerie des Lilas. C'est en avril, on croise les doigts pour elle. Alors, on rappelle le titre. Le dernier amour d'Attila Kiss aux éditions du Rouergue, 13,80 €. Et vous pouvez lire les bonnes pages sur le site du magazine Racine. Ah, bah c'est parfait. Voilà, c'est formidable. Nous avons du service. Très bien. Merci beaucoup, Marcel. Et puis, on suivra l'actualité du Burkina Faso et de la Tunisie. J'espère bien. Merci, Alix. À la semaine prochaine. Et de même, Delphine.